Bonjour auditeurs et auditrices, ici Clément Tricot. Vous êtes à l'écoute de RTF, votre émission sur les relations Taïwan-France. Aujourd'hui, dans l'émission, nous recevons Michelle Leung, qui est une jeune chercheuse qui mène une thèse sur les mutations de l'encre, production, usage et esthétique en Asie orientale. Donc ça, c'est à l'école des hautes études en sciences sociales qu'elle réalise ça. Alors, Michelle Leung nous emmène avec elle à Taïwan, où elle est allée passer plusieurs mois dans le dernier et l'unique atelier d'encre à exercer encore aujourd'hui à Taïwan. Avec ces images d'archives, elle a réalisé un film documentaire. Cette émission est l'occasion de parler de son travail, d'en apprendre un peu plus sur la fabrication de l'encre. Et c'est aussi une nouvelle étape aussi dans l'émission, de parler aussi de ces échanges culturels et académiques qui peuvent se passer donc entre Taïwan et la France. Un vaste sujet, on aura certainement l'occasion d'y revenir avec d'autres professionnels de la recherche. On passe tout de suite à notre rencontre avec Michelle Leung qui va nous parler de son travail dans cette première partie de cette interview. Bonjour et merci Michelle Leung d'être sur les ondes de RTI avec nous aujourd'hui. Bonjour Michelle. Bonjour. Alors Michelle, tu es doctorante. Ton sujet de recherche porte sur les mutations de l'encre, production, usage et esthétique en Asie orientale. Tu réalises ça à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, une prestigieuse école française, et notamment au centre de recherche sur les arts et le langage. Alors aujourd'hui, on va parler de ton travail, de ta recherche, et aussi d'un documentaire que tu as réalisé par rapport à ça lorsque tu t'étais rendu à Taïwan. Alors peut-être que pour commencer, ça doit étonner les auditeurs qu'on va parler du fait qu'on va parler d'encre aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de ton parcours de chercheuse et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à un domaine comme la fabrication artisanale et les utilisations culturelles de l'encre? Merci pour cette interview, c'est un nouvel exercice pour moi. Alors, pour mon projet en doctorat, il y a une continuité avec le projet de master. Et ce projet de master-là avait déjà une continuité avec ma famille, qui est artiste peintre. Mon père et ma mère ont cette fonction-là. Et donc j'ai grandi dans un milieu artistique. Et tout ce qu'on parle de génie de l'artiste aujourd'hui, pour moi, ça n'a aucun aspect magique, puisque j'ai toujours vécu derrière l'œuvre finie. Donc, toute la paperasse, toute la documentation et le travail en amont, je le comprends du début jusqu'à la fin. Et donc moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le faire. C'est comment faire, comment gérer et comment créer. Et d'abord, c'est parti de mon sujet de mémoire, où j'ai travaillé sur les méthodes de transmission de la calligraphie chinoise en période contemporaine, où je m'intéressais à l'importance de la calligraphie pour les personnes qui sont immigrées, donc comme une transmission de la culture et sur des affirmations où les artistes et les calligraphes disent qu'aujourd'hui les jeunes ne s'intéressent plus à la calligraphie, n'écrivent plus et l'associent à un abandon de la culture. Donc il y a une question identitaire qui est assez forte dans cette pratique artistique, qui est du coup vraiment assimilée à toute la culture, à préserver. Et après ce mémoire-là, je me suis intéressée à comment on peut arriver à... Alors c'est plus une question de méthodologie, c'est une question de matériel, comment on arrive à ce genre d'œuvre, comment l'esthétique s'est construite. Et c'est durant mon séjour à Taïwan pendant 1 an, pour un échange universitaire. C'était une rencontre assez impromptue, mais j'ai retrouvé des amis qui sont aussi des collègues de l'EHESS autour d'un dîner. Donc c'était censé être un dîner assez convivial. Et certains ont invité d'autres personnes, et parmi ces personnes-là, où je ne m'attendais pas du tout à rencontrer, était un colonel qui s'appelle Wang Shimin, qui est venu avec plein de cadeaux. Et à moi, il m'a offert un bâton d'encre. Donc c'est un bâton d'encre, moi j'en connaissais avec une sorte de forme cylindrique avec des décorations dessus. Je savais comment l'utiliser, mais cette forme-là, elle était assez particulière. Et il m'a expliqué ce bâton d'encre-là, c'était une fabrication du fondateur d'une entreprise qui s'appelle Taïo Tumor. Et le fondateur aujourd'hui ne travaille plus, il est à la retraite aussi à cause d'une blessure liée au travail. Et donc il m'a mis en relation avec cette entreprise-là parce que je m'intéressais à cet nouvel objet finalement qui permet la calligraphie et la peinture.
Et donc c'est ça qui t'a donné un peu envie de t'intéresser dans ton travail de recherche, c'est ça? À la manière dont on réalise et on fabrique l'encre, justement. Est-ce que dans ce domaine de recherche, parce qu'on va en parler un peu plus en détail, est-ce que il y a beaucoup d'études comme ça sur la fabrique de l'encre, on va dire, est-ce qu'il y a beaucoup de matériaux de recherche? Dans les matériaux de recherche, c'est principalement en Chine, puisqu'il y a eu énormément d'ateliers, même impériaux, d'artisans qui travaillent pour des lettrés, pour l'empereur, etc. Donc il y a quand même de la documentation et des catalogues, mais a priori, alors j'ai pas encore tout étudié, mais ça parle aussi de la fabrication et de son influence dans la sphère des lettrés. Mais il n'y a pas vraiment de théorisation sur l'encre en tant qu'objet. Et c'est ça qui m'intéresse finalement dans mon projet de thèse. Je veux vraiment voir comment déjà l'encre, le savoir-faire a circulé dans tous ces pays-là, de la Chine jusqu'au Japon en passant par la Corée, et de voir comment les ingrédients modifient la qualité et la perception de l'encre. Une encre bouddhiste n'aura pas forcément les mêmes ingrédients qu'une encre taoïste. Et toute cette signification-là, toute cette symbolique-là est assez importante, notamment sur le plan politique, puisque les dynasties ont vu plusieurs religions qui ont rythmé tout ça. Donc, par exemple, quand l'encre a été introduite au Japon, c'était par le biais d'un moine bouddhiste pour des écrits de sutras, etc. Ça s'est implanté à Nara principalement, où il y a le plus grand temple, enfin l'un des plus grands temples bouddhistes à l'époque. Donc c'était vraiment pour des fins d'écriture. Mais ils ont développé une esthétique et un savoir-faire qui est vraiment admirable. Et contrairement à Taïwan, où la production est très récente, le Japon a, dans les plus grandes entreprises, ateliers, je veux dire, c'est pas entreprise de manufacture, on est à la 6e génération, par exemple. Ouais. Donc c'est une transmission familiale où il y a vraiment le cœur et l'esprit de l'artisanat qui est transmise. Alors du coup, ton travail de recherche, toi, il t'a emmené à Taïwan, comme tu nous le disais, et notamment dans une fabrique, un atelier d'encre. Et justement, tu me disais aussi en antenne qu'il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, c'est qu'il y a aussi l'objet, c'est l'objet de l'encre et sa fabrication qui t'intéresse. Alors peut-être parce qu'on est tous des néophytes en dehors de ça, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer assez simplement, toi qui a passé un peu de temps dans un atelier, comment on fabrique de l'encre, comment ça se passe? Alors déjà pour contextualiser un petit peu cette réponse-là, la fabrique dans laquelle j'ai fait mon terrain de 4 mois est la dernière et unique atelier à exercer encore aujourd'hui. C'est un savoir qui a été importé de la Chine après la révolution, après le conflit où Chiang Kai-shek est venu à Taïwan. Et donc il y a eu une vague d'artisans et de travailleurs qui sont allés là-bas. Le site historique de l'encre est au district de Sanchong, qui est dans le New Taipei City. Et à la base, il y avait 5 ou 6 ateliers, mais tous sont fermés à cause de la concurrence de l'encre industrielle. Et celle-ci a pu persister, notamment par la recherche du fondateur sur les encres anciennes. Donc il a voulu retrouver toute la qualité des encres produites dans la période des Ming et des Qing. Donc il a beaucoup travaillé sur les traités anciens pour retrouver toute cette qualité-là et trouver le matériel et les ressources nécessaires pour s'en approcher. Ce qui n'est pas forcément facile aujourd'hui puisque il n'y a plus les mêmes productions des ingrédients. Et donc aujourd'hui, c'est le fils qui a repris l'entreprise. Et ils ont déménagé. Au moment où je suis arrivée à Taïwan, ils étaient en train de déménager dans le district d'à côté, le district de Luzhou, pour avoir un espace beaucoup plus grand. C'est un très bel hangar, mais dans la zone industrielle. Et donc j'ai passé 4 mois. Mais ça n'a pas été très facile au début de s'intégrer à cette équipe-là qui est très masculine. Et de toute façon, dans tout cet artisanat, dans l'histoire, il faut une force physique constante et régulière que les femmes, a priori, n'arriveraient pas
à tenir le rythme. Oui, c'est un métier qui était réputé plus physique, du coup forcément c'est plus peut-être des hommes traditionnellement qui faisaient... Pour le pétrissage et le malaxage de l'encre, oui, mais les femmes étaient aussi sollicitées pour l'empaquetage ou la dorure. Donc le travail au pinceau plus fin, etc. Il y a une répartition qui aujourd'hui peut poser des questions, mais bon. Qui était comme ça, oui, pendant longtemps. C'est vrai qu'aujourd'hui ces choses-là évoluent, mais peut-être que traditionnellement il y avait peut-être un peu plus. Enfin avant, voilà, c'était comme ça quoi. Oui, c'est ça. Bon, ça peut évoluer encore, mais le principal problème aussi à Taïwan, c'est que, et en tout cas dans cette ère géographique, c'est que manifestement, avec les outils technologies d'aujourd'hui, on utilise beaucoup moins l'écriture, sans parler de calligraphie, hein, mais de l'écriture au pinceau, et ça pose des problèmes pour la demande. Oui. Mais il existe aussi, et c'est ça le propos de ma thèse surtout, c'est de pas considérer l'encre seulement comme une substance dédiée à la calligraphie et à la peinture, puisque dans l'histoire, il existe des encres qui ont été produites à des fins de collection et d'offrande, de dons. Et ces encres-là ont une grande valeur, ne serait-ce que par la réputation des artisans, mais aussi par la taille et l'esthétique, le travail des images qui sont imprimées et estampées sur ces encres-là à travers d'abord un travail de gravure sur les moules. Donc tout à l'heure tu posais la question de comment on fabrique l'encre. Ouais, c'est ça, j'allais te demander, est-ce que tu peux nous simplifier peut-être un peu des étapes, comment on arrive à avoir un bâton d'encre qu'on arrive à peut-être à mouler, peut-être à graver par la suite, mais à la base comment on fait, ça part de quoi pour des personnes qui savent pas du tout, on mélange quoi comme produit, moi j'imagine qu'il y a des secrets de fabrication forcément, mais quelles sont un peu les grosses étapes, ça passe par quel type de machine peut-être, on parlera un peu du documentaire après que tu as réalisé, mais peut-être que tu peux nous expliquer rapidement. Oui, alors la fabrication de l'encre, elle est assez simple dans les techniques. C'est un peu comme en boulangerie, c'est cette anecdote-là que je... C'est vrai que ça fait un peu baguette. C'est ça. On mélange des ingrédients, on pétrit, on laisse sécher, etc. Donc c'est pour simplifier, parce que cet artisanat n'existe pas en Occident, donc c'est cette image-là qui peut faire sens aux Occidentaux. Et donc alors les ingrédients principaux sont de la suie. Alors il existe de la suie de pain et de la suie de lampe, comme on dit. Donc il y a la suie de pain, c'est issu d'un bois qu'on va brûler comme du charbon, mais on ne prend pas le charbon parce que c'est beaucoup trop grand, on prend la suie qui s'en dégage. Donc c'est les particules les plus fines. Et ensuite, on va mélanger tout ça avec de la colle de peau de bœuf. En tout cas, à Taïwan, c'est la colle de peau de bœuf. Pour les autres productions locales, ça peut être autre chose. Mais c'est un liant qu'on va d'abord fondre avec de l'eau et ensuite mélanger avec de la suie. Alors pour les dosages, ça change en fonction aussi des saisons, parce que c'est un rapport avec l'humidité. Et on va les pétrir plusieurs fois pour que ça s'homogénéise. À Taïwan, dans le documentaire, on voit l'utilisation d'une machine, mais ça, c'est une création de leur part. C'était une machine de pétrissage qui est issue de l'industrie de l'imprimerie, qu'ils ont retravaillé. D'accord, je me disais bien. Ouais. C'est ça. Donc, ils ont bidouillé pour que ça puisse vraiment malaxer la pâte. C'est un travail en moins, en tout cas en moins physique, alors qu'au Japon, ils travaillent vraiment avec le corps, ils vont malaxer avec les pieds, avec la main, etc. Mais c'est peut-être une quantité moindre. Et donc voilà, à Taïwan, on travaille avec des grosses quantités. La machine aide beaucoup. Et ensuite, on va répartir cette grosse masse en plusieurs petits pains. Et ces petits pains-là, on va les réutiliser tous les jours. Donc, c'est-à-dire que ce mélange-là, on appelle l'UND, c'est une grosse étape, c'est 1 à 2 fois par mois pour produire ensuite la quantité nécessaire pour travailler tous les jours. Donc, un pain, quand il est réalisé, chaque jour, on va la réchauffer un peu à la vapeur pour qu'elle se réhumidifie et qu'on puisse la travailler. Sinon, ça sèche beaucoup trop vite. Et donc, ça repasse dans la machine. Et à ce moment-là, on va mettre aussi un mélange de camphre et de musc. Okay. Donc, c'est vraiment pour l'odeur et pour d'autres propriétés qui me restent encore à étudier. Et ensuite, on va les séparer en petits bouts pour les travailler manuellement. Okay. Donc, il existe à Taïwan, en tout cas, 2 types d'encre produite. C'est toujours des bâtons. On ne va pas forcément produire
des encres avec un volume plus grand, on n'a pas tous les moules nécessaires. Donc il y en a 2 types, c'est ceux qui sont uniquement cylindriques. Donc ça, c'est vraiment destiné à l'usage, parce qu'il n'y a pas toutes les fioritures, etc. Et d'autres encres qui vont être moulées. Donc il y a vraiment une estampe d'une image, d'écriture, de calligraphie dessus, et parfois de dragon et de phénix, puisque ça a une portée symbolique et représentative. Et aussi, on en crée des moules, par exemple, pour des festivités. Il y en a un moule qui a été créé à l'honneur de Chiang Kai-shek, donc on voit sur cette encre-là oui, le bâtiment à Tianjin, au centre de Taipei, quoi. D'accord. Il y en a une autre qui a été créée en l'honneur du fondateur. C'était une de ses commandes où il y a le bois de Chiayi. C'est des motifs du pain. D'accord. Donc c'était une référence à sa terre d'origine, quoi, à sa terre natale. Sauf qu'aujourd'hui, les producteurs de moules sont... Le suspense est insoutenable, mais nous continuerons bientôt cette interview avec Michel Leung dans l'émission RTF sur les relations Taïwan-France. C'était Clément Tricot, moi je vous dis donc à bientôt. Je vous invite comme d'habitude à vous rendre sur la page de cette émission, forcément pour avoir plus de liens vers notre invité, son travail et aussi quelques images pour comprendre un peu mieux de quoi on parlait aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir quand on parle de ce genre de sujets qui sont aussi très visuels, même si on peut aussi donc en parler à la radio. C'était un plaisir de recevoir Michel Leung et de montrer que les échanges entre Taïwan et la France passent aussi par le travail universitaire, de recherche, etc. Moi, je vous donne donc rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de votre émission RTF. Et surtout, avant qu'on se retrouve prochainement, surtout, portez-vous bien.